La voix. Je découvre ma La voix. voix? La voix. La voix des autres. Ah, tu parles trop fort. Mais arrête de chanter, t'es une vraie casserole. On comprend pas quand tu parles. Oh, mais tais-toi, mais tu me casses les oreilles. Hein, quoi? T'as dit quelque chose? Ah non, mais une vraie pipelette. Bah alors, on t'entend pas? Des petites phrases, plein de petites phrases, parfois lancées sans arrière-pensée. Des petites phrases parfois même sorties comme ça, sur le ton de l'humour. Mais les oreilles des enfants entendent tout et retiennent tout. Puis l'air de rien, ces mots remplissent un petit panier à l'intérieur de nous qui finit par se faire lourd. Des petites phrases lancées comme ça, aux voix d'enfants qui définiront la voix de l'adulte. Des petites phrases qui souvent se transforment en croyances. Élévatrices peut-être, mais trop souvent limitantes. Et si ce qui compte, c'est pas ce qu'on nous a dit avant, mais ce qu'on a envie de dire, de crier ou même de chanter aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans notre voix, dans nos mots, quand on ose mettre ce petit panier rempli de ces petites phrases de côté? Je vous souhaite une douce et fine écoute, à l'image de celle que j'ai interrogée ici, pour la suite et fin de cet entretien. Merci Thérèse pour l'entretien précédent, la richesse des apports sur la voix de l'instructrice en tai chi. J'aimerais, si tu veux bien, revenir sur un petit quelque chose que tu as dit au fil de cette conversation. Tu parlais de ta voix, du fait que tu l'as trouvée plutôt basse et du fait que ta voix a commencé à être basse dans l'enfance quand on te demandait de te taire ou de parler moins fort, sans forcément rentrer dans les détails et dans quelque chose d'intime. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur cette voix de l'enfance? Oui, dans ce que tu as résumé, il y a des choses un petit peu extrapolées, c'est-à-dire que je ne t'avais pas parlé du fait qu'on me demandait de me taire, mais c'est la réalité de fait. On m'a demandé aussi de me taire, de pas prendre de place. Et dans ce que j'avais exprimé, mais tu me permets de refaire un meilleur lien. Il y avait le fait que ma mère avait une audition extrêmement forte, ce qui fait que même quand on était dans l'autre pièce et même si elle parlait, je savais bien que ça n'ait jamais été dit, qu'elle pouvait aussi entendre. Et de fait, elle entendait, je lui ai demandé relativement récemment, effectivement, elle pouvait suivre une conversation dans un endroit et entendre ce qui se disait ailleurs. Une Et ouïe donc, très fine. voilà, et donc intuitivement, nous les enfants, on le savait, donc quand on voulait rester dans un pseudo anonymat, on parlait à voix basse, le plus bas possible. Par contre, effectivement, en même temps, exprimer ma voix parlée, mais peut-être l'expression globale de moi-même était assez contenue dans mon histoire. Donc il n'y avait pas un grand espace pour une expression de moi-même. Donc je parlais relativement peu. Et je parlais à voix très basse et j'étais incapable de projeter ma voix et d'être audible pendant longtemps. Les gens n'entendaient rien à ce que je racontais, quoi. Alors j'avais une sœur, c'était pire, c'est sûr. Elle, je disais, Élise, parle plus fort, et je collais mon oreille contre sa voix. Et effectivement, ça a été durable. Je le disais précédemment, après, de par mon métier, alors après c'est aussi assez amusant parce qu'il y a à la fois les avantages et les inconvénients de la chose, et puis en même temps ça sert d'alibi. Les choses, par exemple, travailler avec les jeunes enfants, effectivement, parler bas est important. Mais donc c'était un atout, je parlais déjà bas, mais en même temps ça me servait d'alibi puisque je parlais bas avec les enfants, mais je parlais bas aussi quand j'étais avec les adultes. Donc
Et je n'arrivais pas à le retenir, même quand au bout d'un moment, il pouvait y avoir un agacement, quand on discute entre adultes. Et je le comprends, hein, que l'autre n'entend pas la moitié des mots que tu dis. Et donc, j'avais l'impression qu'il fallait pousser ma voix pour être entendue. Et ça m'était très difficile. Maintenant, j'ai le sentiment que je parle plus fort. Pas très fort, puisque quand même régulièrement, des gens me font le retour que ce serait bien. C'est-à-dire que des fois, ma voix part assez haut, puis elle rediminue au fil du temps sans que je le perçoive forcément. Quand tu dis haut et bas, tu parles de volume, pas De forcément volume. de timbre grave aigu. En fait, les deux. Là, présentement, je parlais en termes de volume, mais il y a effectivement, il y a aussi le timbre de la voix, et c'est dans ce sens que je te disais que ma voix était plutôt plate. Elle est souvent mal modulée. Certainement aussi, pour revenir à l'enfance, dans le fait qu'elle ne devait pas laisser transparaître des émotions, donc une neutralité émotionnelle qui devait apparaître. Et donc, peu de couleur dans la voix. Je ne sais pas si le mot est exact techniquement, mais c'est ce qui me vient. La couleur de la voix. Les couleurs de la voix. Et effectivement, donc, il y avait aussi une certaine platitude dans la modulation de la voix. Et qui perdure. Qui perdure. Bien que j'y porte régulièrement attention. Et c'est vrai que ces traces-là, je pense, d'enfance, chez moi en tout cas, se sont fortement imprégnées. Donc c'est une habitude, mais peut-être plus qu'une habitude. Du coup, est-ce que ta difficulté est plus d'émettre le son que de trouver les mots en eux-mêmes? Oui, clairement. Par ailleurs, je réalise que ce travail de modulation se fait aussi dans ma petite capacité de laisser s'exprimer dans mon corps et notamment sur mon visage une certaine mobilité qui n'existait pas avant. C'est-à-dire? J'avais un visage assez neutre et figé. Alors je disais, c'est le côté asiatique. Et ça y est peut-être, mais peut-être parce qu'en Asie, justement, on ne laisse pas transparaître les émotions. Et finalement, dans le désir que j'ai eu d'être plus intégral dans l'expression de moi-même, ça a été de faire aussi le choix de laisser transparaître des émotions. Très fréquemment, je vivais des émotions, je les bloquais, et les gens pensaient que telle ou telle situation m'était indifférente, et c'était toujours pour moi un choc quand quelqu'un me disait « mais ça te touche ?» Et je disais « bien évidemment », et en fait j'étais heurtée que des gens qui me connaissent ne le perçoivent pas, et pourtant force m'est de constater que les signaux que je donnais allaient dans ce sens. Donc voilà. Donc, à partir de là, effectivement, j'ai essayé d'être plus congruente, et aussi bien par les mots que par le corps, et du coup par la modulation de ma voix, pouvoir exprimer ce qui était vécu en intérieur, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc, oui, une mobilité d'expression dans le visage, peut-être pas très grande au regard de quelqu'un d'autre plus mobile, mais par rapport à ce qu'était la mobilité, ou plutôt l'immobilité de mon visage, je pense que ça a gagné, je le perçois comme ça, et je me congratule, et que ça a correspondu avec la possibilité justement de moduler ma voix. Un peu ce que tu repointais chaque fois sur le fait que c'est dans le corps, quoi. C'est dans le corps que ça se passe. Donc, mobiliser plus d'expression émotionnelle dans le corps permet de mobiliser plus les colorations de la voix aussi. Libérer les émotions pour libérer la parole? Alors, oui et non. Oui, bien entendu.
et non d'une certaine manière, car je pouvais exprimer en mots des choses d'une émotion profonde d'événements, mais comme coupé, donc clivé, coupé de ce qui pouvait s'exprimer au cours. Par exemple, dans l'expression orale, parfois, on peut se couper, ce que j'ai eu fait, se couper des émotions, ce qui permet de dire les choses sans les vivre à l'instant où on les dit. Et donc de pouvoir éventuellement les dire froidement, j'allais dire, et, et arriver à vivre l'émotion pendant qu'on le dit, ça s'entraîne une authenticité dans la temporalité, alors que de permet de joindre, et donc là on peut toucher les gens, on peut dire des choses horribles que l'on vit, mais tout notre corps, notre voix tranquille ne va pas avec. Ça baisse l'intensité, peut-être d'ailleurs pour l'auditeur, c'est peut-être pour ça qu'on le fait, mais si on raconte des choses terribles en le vivant, peut-être qu'il y a un niveau d'intensité que l'auteur ne va pas pouvoir accepter. Et puis, ça me fait penser, l'image me vient de ces gens rescapés des camps de concentration après la Deuxième Guerre mondiale, qui disaient qu'ils n'avaient plus accès à la voix, mais que même s'ils essayaient de dire, les gens ne voulaient pas entendre. Donc leur voix était muselée par le désir de silence des autres. Donc, la modulation de la voix, oui, amène plus d'authenticité. D'authenticité dans le sens de venir conjoindre et ramener à l'instant présent ce qui est évoqué. Merci. Ça donne beaucoup d'éclairage, je trouve, pour des personnes qui ressentent comme toi une dissociation entre l'expression. Quand je parle d'expression, je parle pas forcément des mots, mais vraiment de la voix, du fait de prendre de l'espace avec un son qui sort de soi. Parce que la voix, c'est ça aussi, c'est prendre de la place avec un son, en faisant du bruit, j'allais dire. Le bruit, c'est un mot un peu péjoratif, mais en tout cas, de donner de la voix, c'est un peu comme dire coucou, je suis là, écoutez, j'ai quelque chose à dire, que ce soit intéressant ou pas, que ce soit émotionnel ou pas. Cette voix porte une sacrée responsabilité. Oui, tout à fait, et peut faire peur, ou voilà. Parfois aussi par ce qui peut être pensé en termes d'ego, par exemple, ne pas s'exprimer de peur de paraître égotique, alors que non, on a à prendre sa voix, son espace, et ça peut respecter l'espace des autres, mais si on ne prend pas cet espace, finalement, est-ce qu'on respecte l'autre, ou est-ce qu'on croit que ça va lui faire ombrage si on s'exprime? Est-ce qu'être moi fait ombre à l'autre, et est-ce que je dois me mettre sous terre pour peut-être dans une projection ou dans une réalité, c'est-à-dire respecter l'autre, c'est lui faire confiance qu'il est capable, lui, de prendre sa voix aussi. Et il faut lui en laisser l'espace et l'opportunité. Ça me fait penser à une chanson de Anne Sylvestre, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Gulliver, dans laquelle elle parle, c'est une chanson qui me touche terriblement, qui parle de sa vastitude, de la vastitude de cette femme de Gulliver, qui est immense, et qui, pour se mettre à la hauteur des petits hommes, finit par se diminuer, et puis jusqu'au moment où elle se dit « je ne suis plus », et donc qui reprend son espace, elle lui dit « oui, vous, mes petits hommes, grandissez ». Je vais rebondir là-dessus pour te demander s'il y a des voix qui t'ont marqué, des voix dans ta vie, des voix de l'intime, ou des voix peut-être un peu plus universelles, j'allais dire. Oui, bien sûr, il y a des voix, et dans l'universel, des discours,
Martin Luther King, I have a dream. Il y a aussi des voix, parce qu'elles sont belles et pleines, des voix de comédiens, je pense à Bernard Giraudot. Sa voix était belle et l'être était beau derrière. Surtout la voix de ces dernières années. Qu'est-ce qui te plaît dans sa voix? Qu'elle est pleine de couleurs et pleine d'authenticité. Il a une belle voix. Alors comment décrire que c'est une belle voix pour moi? C'est une voix qui fait envie, qui attire, qui m'attire. Il était bel homme aussi. Il y a cette concordance de l'ensemble. Bien sûr, il y a des tas d'autres voix. Dans l'intime, oui, il y a des personnes dont la voix me touche parce qu'elles ont des modulations particulières, elles sont liées aussi à l'histoire de ce qui se dit ou de ce qui se vit. Il y a des voix plus que d'autres, c'est certain, l'intime. Après, il y a mes voix à l'intérieur de moi-même, qui sont des voix qui parfois me touchent profondément. La voix que j'entends parfois au sortir d'un rêve, ou à l'intérieur de moi, quelque chose est dit, ça a un poids particulier, ça amène parfois des actions, des mises en action chez moi-même dans ma vie. Ça a eu parfois ces effets-là. Et c'est une voix qui est en même temps à l'intérieur de moi-même, mais qui pourtant est tout autre. Je ne rentrerai pas dans un truc de type ésotérique ou autre. Mais c'est à l'intérieur de moi quelque chose qui n'est pas ma voix commune, on va dire. Et qui en général dit des choses extrêmement brèves, surtout sortir de mon rêve, ça a pu m'arriver en dehors, pendant une méditation, mais c'est quelque chose qui est comme un concentré, comme s'il m'était donné à entendre quelque chose qui va m'éclairer, qui va m'orienter. Voilà. Donc oui, et c'est une voix, en général c'est une belle voix, c'est une voix pleine, pas extrêmement modulée, en général c'est une voix ferme, pas impérative du tout, mais c'est une voix ferme, simplement. Très claire, très ferme, et en général il y a très peu de mots. Après il y a toutes les voix chantées, il y a des voix qui me touchent, qui me bouleversent, et c'est assez étonnant. Je peux constater des voix comme la voix de Brel ou la voix de Barbara sont des voix que je n'aimais pas quand j'étais jeune. Brel parce que je l'avais vu et c'est l'image à la télé, je l'avais vu à la télé, il transpirait énormément, et il y avait chez moi quelque chose qui était un peu répugné par ça, et donc je ne m'étais pas intéressée à Brel pendant assez longtemps. Puis sa voix que je trouvais très vivante. Barbara, je trouvais qu'elle chantait faux, elle avait des fois des cassures dans la voix qui me perturbaient et qui en faisaient toute la valeur après. Et quelque chose qui me bouleverse aussi, c'est Glenn Gould, pianiste donc, et qui chantonnait pendant qu'il jouait. Et bien entendu, dans les enregistrements qu'il a fait, on a essayé d'enlever, mais des fois on l'entend. Et je trouve ça bouleversant quand je l'entends. Pendant qu'il joue du piano, bon, autre que son jeu me touche beaucoup, c'est vraiment une voix. Mais quand j'entends en plus sa voix, y a quelque chose qui fait sortir du temps. Je suis touchée directement, c'est comme si on était ensemble à cet instant. Merci beaucoup. Merci à toi, Fiona, de m'avoir donné l'occasion de vivre ce moment très riche pour moi-même, parce qu'il m'a amené à m'arrêter un temps de réflexion aussi sur ce qui est quelque chose d'extrêmement important pour moi et auquel je n'ai peut-être pas accordé toute cette pensée
réflexive. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode, avec une autre voix, dans un autre lieu, d'autres échanges. Sur ma page Facebook et désormais sur Spotify, en cherchant La Voix des Autres. Et toujours sur mon site internet www.fionahaitbounou.com. Et d'ici là, n'hésitez plus à tendre l'oreille et à donner de la voix.